Frank, il nous a envoyés à ta rencontre. Vous avez un cheval pour moi? Eh ben, question chevaux. On est un peu juste, on s'excuse. J'en vois deux qui ne sont à personne. Salut les gens, bonne année, bonne santé, de l'amour et de l'argent, voilà. Je pense qu'on est au complet. J'espère que mes vœux sont pas trop tardifs parce que j'avoue je m'y suis pris à beaucoup de fois pour refaire ce numéro-là. Alors c'est le premier véritable numéro adaptation tel que je l'envisageais sur la chaîne, c'est-à-dire comment adapter des films, séries, enfin tout type de support autre en jeu de rôle. Et pour le coup, je vais commencer par quelque chose qui n'était pas forcément prévu, mais c'est tombé avec mes joueurs. C'était les duels. Parce que moi j'avais déjà des règles que je comptais utiliser concernant les duels. Et en fait, ils m'ont signalé que ah, non, non, il y a des règles qui existent, machin, tout ça. Du coup, que j'ai regardé, mais que je vais pas prendre en l'état parce que pour moi, elles ne reflètent pas tout de ce qu'est un duel. Et en plus, elles sont, comment dire, elles sont en contradiction avec certaines règles de base de Star Wars. Donc bon, sachant que là, je vais essayer de faire quelque chose qui soit plus d'ensemble, pas uniquement Star Wars ou ma campagne. Donc là, ça sera normalement applicable à tout type de jeu de rôle. Je vais essayer de rester assez généraliste, même s'il y aura forcément un moment où je vais plus cibler par rapport à notre jeu hein, pour mes joueurs. Mais la plupart des conseils que je vais donner sont applicables à n'importe quel jeu de rôle, ça à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Je vais commencer par savoir comment et quand utiliser le duel en partie de jeu de rôle. Pour moi, il y a trois utilisations possibles. La première, la plus simple, c'est la péripétie. En fait, vous avez besoin de rajouter une péripétie dans votre scénario, ça peut être un duel, ou alors c'est une péripétie qui se déroule par le fait d'un de vos joueurs. Donc soit il a pris en grippe un PNJ sans importance pour une bêtise et décidé de faire un duel, soit inversement c'est la situation qui pousse un PNJ à demander un duel. Peu importe. Quand on est au stade de la péripétie, on a sûrement d'autres choses plus importantes à faire jouer dans notre histoire. Pardon. Donc du coup, on va juste on va pas trop s'embêter en fait. On va pas trop développer, même si je vais vous montrer comment développer ça pour un vrai duel important. Là, on va aller au plus simple. Hein. Alors, je vais pas dire bâcler, contentez vos joueurs, vraiment, faites quelque chose qui soit sympa pour eux. Hein. Le but, c'est quand même de s'amuser. Mais n'y passez pas trop de temps, n'y passez pas le temps qu'on va passer sur vraiment les duels importants. Un bon exemple là-dessus, c'est le running gag avec Indiana Jones qui fait à un moment un pseudo-duel. En fait, il cherche Marion qui a été enlevé. Il y a une sorte de grand mec avec un cimetière qui s'amène, qui fait des mouvements de cimetière, et puis pouf, il le dégomme avec son flingue. Et ça se retrouve plus tard où il veut refaire la même chose, mais bon, là, il a plus de flingue. Voilà, ça peut être des running gags comme ça peut, mais dans tous les cas, voilà, régler la chose rapidement. Encore une fois, contentez vos joueurs, mais pas besoin de développer plus que ça. Faites quelque chose de cool, mais voilà, sans plus.
on a la scène d'introduction de personnage. Là, pour moi, le plus simple, c'est de vous passer un extrait et du coup, après, je vous décortiquerai la scène pour vous expliquer en quoi ça peut être vraiment utile d'avoir une scène d'introduction avec un duel par rapport à un personnage. Je suis sûr qu'il peut pas. Et moi, je te dis que si. S'il prétend qu'il peut, c'est un menteur. Eh, pas si fort, il va entendre. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse s'il m'entend? Je dois toucher mon salaire après-demain. Je te parie le tout que t'as tort. Moi, j'ai jamais aimé parier. Moi non plus. Écoute, je vais te dire ce qu'il a dit et je pense qu'il ment pas. Alors, il y en a un de nous qui perd le nord. Il n'y a qu'à te regarder pour savoir qui c'est, voilà. Brett. Brett, réveille-toi. Il faut que je te cause, regarde-moi. Féline a expliqué ce que t'as dit, j'ai dit que t'as tort. Alors qu'est-ce que t'en dis, toi? Qu'est-ce que t'en dis? T'as peur? T'as peur de me dire que j'ai tort? Le signal. T'as vu, j'ai gagné. Eh ben, qu'est-ce que t'en penses? Alors? Féline, qu'est-ce que t'en dis? J'en sais rien. En tout cas, c'était pas loin, hein, les gars. Pas loin, mais qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez tous des yeux, vous avez vu ce qui s'est passé, j'ai gagné. Dis-leur, toi. Mais dis-leur que j'ai gagné. Perdu. Menteur. Je dis que t'es un menteur. Je dis que t'es un lâche et un menteur. Allez, allez, debout. Allons-y pour de bon. Allez, debout. Lève-toi, que je te dis. Que Dieu m'en soit témoin, je te tire dessus là où t'es. Le signal. Je tiens pas à être mêlé à ça. Le signal. Eh, laisse tomber, voilà, je n'y pense plus. Fiche-moi le compte là. Signal. Dans cette scène, on peut voir qu'on apprend énormément de choses sur le personnage. Déjà, quand on arrive, on a une sorte de petite scénette on dit. C'est-à-dire qu'en fait, les personnages non joueurs parlent de celui qu'on va introduire un peu plus tard, de manière à ce qu'il ait une certaine aura dès le départ. C'est-à-dire qu'on a le premier personnage qui est un peu véhément, qui dit non, non, il raconte des conneries, machin. Et on a un autre personnage en arrière-plan qui dit attends, parle doucement, il est juste à côté, fais attention. Sous-entendu, le mec est dangereux, l'énerve pas. Ensuite, il vient essayer de prouver ses dires, hein, de prouver que l'autre il raconte que des conneries, et le sollicite en lui tapant du pied. Enfin voilà, de manière un peu, on va dire, pas très élégante et pas trop sympa.
Et qu'est-ce qu'on a? Un type qui lève son chapeau, qui regarde le mec, qui essaie de savoir qu'est-ce qu'il veut, et puis quand il a compris ce qu'il veut, ben, il retourne à sa assiette, hein, parce qu'il dit mais c'est des conneries, hein, m'en fous de tes conneries toi. Là on a quelqu'un en fait qui est assez passif, qui au final n'est pas violent. Voilà, il voit que l'autre il est en train de déconner. Il fait non, moi je vais pas partir dans ton truc. Il essaie vraiment de rester passif. Le gars insiste. Du coup, assez rapidement, il trouve une solution, pareil, qui est plutôt pacifique, puisque c'est un duel où il ne risque pas de se blesser ou de se faire mal. Il vise un objet qui est à côté. Donc il essaie de contenter le personnage sans forcément avoir recours à la violence et lui faire du mal. Malheureusement, l'autre personnage, ça lui suffit pas, il veut vraiment qu'on atteste de sa supériorité sur le duel. Et là, on apprend autre chose sur Brit, c'est que c'est quelqu'un qui est profondément honnête, c'est-à-dire que même s'il évite d'enflammer la situation en, comment dire, en étant véhément en disant que c'était lui qui avait gagné et l'autre qui avait perdu, il ne le dit pas directement et voilà, il s'éloigne, il s'éloigne. Ça aussi, ça montre aussi un aspect qui vraiment refuse de partir dans un engrenage de violence. Il s'éloigne de la personne. Et après, l'autre revient le voir en lui demandant de signifier au témoin que c'est lui qui a gagné et que Brit a perdu. Et Brit, il ne ment pas. Il ne ment pas. C'est-à-dire que même s'il ne veut pas enflammer la situation, c'est quelqu'un qui reste profondément honnête et qui ne veut pas mentir pour autant. Donc il le dit très simplement. Et, voilà, c'est avec voilà, il dit juste non, t'as perdu. Et puis il repart. Il repart se coucher, faire sa sieste. Pour lui, la situation elle peut très bien se terminer là. Mais bon, personne n'en parle, on s'en fiche. Non, l'autre continue, vient le harceler, vient même l'insulter. Et malgré ça, on sent un petit temps d'arrêt, mais il reprend sur lui et il dit non, je vais faire ma sieste moi. Et en fait, il ne réagit que quand l'autre lui fait des coups de semence. En fait, il tire autour de lui. Et là, on a un Brit qui vrille. C'est-à-dire que même si on a quelqu'un quand même d'assez pacifique, qui essaie d'éviter la confrontation autant que possible, on peut s'apercevoir que sa résilience, elle a des limites. Parce que après, quand ils se mettent en position de duel et que du coup le plus vindicatif demande le signal, les autres, franchement, ils refusent. Ils font non, c'est bon, ça va trop loin, arrête tes conneries, on va pas le faire. Et c'est Brit qui demande le signal. On voit que Brit il a vrillé. Il a fait non, maintenant ça suffit. Là, ça fait depuis tout à l'heure que j'essaie d'éviter de le zigouiller. Il arrête pas. J'en ai marre. Donc il demande le signal. Et même ça se voit hein, physiquement, le regard, etc. Maintenant il est fixé dessus. Il est en mode je vais lui envoyer mon poignard dans la gueule. Enfin pas dans la gueule, mais bon dessus. Et du coup, il fait le signal et puis il lui balance le poignard. Et ce qu'on observe aussi, c'est qu'il avait sa selle juste à côté, il embarque sa selle et en mode c'est bon, j'ai compris, je vais me faire virer. Autre chose que j'ai pas dit, parce que c'est en sous-texte, mais là, qu'est-ce qu'ils font? On est très clairement avec une équipe de travail. Alors, c'est pas très clair parce qu'on a une sorte d'élevage qui est juste derrière, de troupeau. Donc on sait pas trop si c'est un cobaye parmi d'autres qui amène un troupeau quelque part, ou si c'est quelqu'un qui est là pour charger et décharger les trains. Mais en tout cas, ça reste du travail temporaire, hein, saisonnier, j'allais dire. Une sorte Enfin voilà, c'est du travail sur le pouce, quoi. Avec quelqu'un justement qui a sa selle à portée de main, donc c'est a priori un voyageur solitaire. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne travaille pas de son arme. Lui, là, clairement, il travaille pas de son arme, il est en train d'avoir trouvé un boulot quelconque pour gagner sa croûte sur le moment, mais c'est pas un chasseur de primes, c'est pas voilà. Ça aussi, ça en dit beaucoup. On est vraiment sur quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de violent, et ça veut dire qu'en fait, en l'espace de quelques minutes, hein, moins de 5 minutes,
on apprend que c'est quelqu'un qui est plutôt pacifique, qui jouit quand même d'une réputation de capacité de violence et de dangerosité, mais qui ne cherche pas à en vivre, qui au contraire essaie de l'éviter quand c'est possible, qui marche en solo, qui mobile. Enfin voilà, tout un tas de choses sur le personnage en moins de 5 minutes, sur sa psychologie, sur sa manière d'être, sur ce que peut être sa vie. Le couteau, c'est pas courant. Les duels, c'est plutôt au flingue. Ça amène des questions. Pourquoi le couteau, etc. Sachant qu'il a un pistolet au côté quand même, hein. Ça veut dire que c'est pas, il n'est pas exclusivement au couteau. Enfin voilà, en moins de 5 minutes, on a posé un personnage. Et je pense que là-dessus, ben, effectivement, une scène de duel, on apprend beaucoup sur la psychologie du personnage, sa manière d'être, etc. Donc gardez ça sous le coude pour introduire un personnage, une scène de duel, ça peut le faire. La meilleure utilisation du duel, je pense, c'est à la fin, du coup, le grand final, où on a le protagoniste et l'antagoniste principaux, hein, qui se font face et qui vont décider de la fin de l'histoire, finalement. Alors en fin d'histoire, en plus, ça permet de donner une incertitude aux joueurs, hein, c'est parce que la fin de l'histoire, il y a des films qui se finissent mal, hein, ça existe. Voilà. Bon, après, laisser quand même toutes les chances aux joueurs, mais bon, après, s'ils se débrouillent mal, ils se débrouillent mal, hein. Mais j'avoue, ça doit être rare. Ça doit être rare. Et puis, ça va beaucoup, beaucoup dépendre et, du scénario qui s'est écoulé. Ce qu'il va falloir faire pour vraiment créer de l'enjeu, c'est de travailler vos backgrounds, que ce soit ceux du personnage joueur ou ceux du PNJ. Il va vraiment falloir les travailler. Travailler le lien entre ces deux personnages. Il peut être, ça peut être de la haine, comme il peut y avoir des liens forts. Ça peut être un duel pour cause de devoir. Ça peut être un duel par vengeance, mais par principe. Mais au final, est-ce qu'ils se détestent vraiment? Ou il peut y avoir des duels comme ça, où même s'ils sont opposés, une certaine forme de respect qui s'est instauré. Tout ça, ça va être durant le build-up des personnages, durant le scénario, vraiment la relation qui va se créer entre eux, qui soit présent ou non, qui soit éloigné ou non. Il peut y avoir des flashbacks, il peut y avoir voilà. Pour vous donner des idées de build-up qui peuvent être sympas, on peut partir sur beaucoup de films hongkongais, John Woo ou quoi. On a comme ça des personnages qui sont opposés mais pas fondamentalement ennemis. Un que je vais donner un exemple que j'aime beaucoup et qui est pas forcément on va dire apprécié à sa juste valeur, c'est Broken Arrow. Broken Arrow, on a deux personnages donc qui sont adversaires, mais au début c'est plutôt une relation de mentor entre les deux. On a c'est John Travolta et oh mince, Christian Slater, donc qui vont être ennemis au fil du film, mais à l'intro ils sont plutôt collègues, voire peut-être amis, et c'est une relation très ambiguë parce qu'on a le personnage de John Travolta qui s'impose en mentor, et je choisis pas le terme s'impose par hasard, c'est que c'est un mentor qui a tendance un peu à écraser le personnage de Christian Slater. Et en fait, tout au long du film, on a un personnage qui était écrasé face à son mentor, qui est en train de se révéler. Et on voit le personnage de John Travolta qui a une certaine forme de respect vis-à-vis de ça. Qui est même une certaine forme de fierté peut-être, malgré le fait que il va tout faire pour essayer de s'en débarrasser, parce que lui il doit comment dire, accomplir ses objectifs et qu'il le gêne. Mais on a une relation comme ça qui est assez ambiguë et teintée de respect entre les deux, et c'est assez sympa.
Enfin voilà, n'hésitez pas à mater des films comme ça. Donc beaucoup, ouais, John Woo, les films hongkongais qui ont des relations comme ça. Là, comme ça de tête, je saurais pas vous en citer d'autres beaucoup plus, mais il y en a tellement. Euh, ça peut être très intéressant d'avoir justement des antagonistes comme ça qui ne sont pas forcément ennemis pure souche, qui peuvent avoir des liens profonds avec le personnage joueur. Et là, pour le coup, encore une fois, ça apporte un enjeu terrible en fait à la fin quand ils se retrouvent face à face et qu'on sait qu'il y en a un des deux qui va mourir. Euh, donc voilà, c'est vraiment ce qu'il y a à travailler. Le background des personnages, le lien entre les personnages et le build-up tout au long du scénario qui fait ça. Ce qui peut être très sympathique aussi, je pense à une scène et pour quelques dollars de plus, où on a des personnes qui vont se retrouver en duel plus tard, mais qui ont une scène de tension. C'est le bossu et le colonel, je crois. Le colonel qui vient clairement chercher le bossu, hein. Il gratte une allumette sur sa bosse pour allumer sa pipe. Enfin voilà, vraiment, il le met vraiment dans l'embarras et un état de colère assez transparent. Mais le bossu est retenu par ses amis parce que, enfin, je sais pas si on peut parler d'amis, par ses confrères, parce qu'ils ont une banque à voler. Donc, ils peuvent pas se permettre de faire un duel, d'avoir le shérif qui débarque, de faire un peu de chambard, quoi. Là, il faut qu'ils restent calmes. Après, le colonel fait ça de manière totalement délibérée parce qu'il justement il teste la situation et s'étonne que justement ce ne soit pas allé jusqu'au duel, enfin s'étonne, ou est ravi de confirmer ses soupçons. Des confrontations comme ça où on se retrouve dans une situation où la tension monte, où on pourrait partir en duel, mais c'est avorté parce que le contexte fait que, ça aussi, ça peut être très sympa à instaurer en cours de scénario en vue du duel de la fin. Ça va rajouter encore une fois de la tension, rajouter encore une fois de l'enjeu au moment du duel final. Donc vraiment, ça va être encore une fois, prenez vraiment les Sergio Leone comme inspiration. Il montre que le duel, c'est pas juste la fin. C'est certes, l'acte de duel se fait tout à la fin, même s'il y a quelques duels entre-temps en cours de film. Mais pour que cet acte final soit vraiment efficace, c'est tout au long du scénario que ça se travaille. Donc ça, vraiment, pensez-y quand vous décidez de faire un duel final. Euh, Pensez vraiment à ça, développez vos personnages, développez la relation entre les personnages, développez l'antagoniste euh, si je reprends encore et pour quelques dollars de plus, on a un antagoniste qui est un monstre, hein, clairement. Le mec voilà, il fait des choses affreuses, c'est un drogué, mais justement, il arrive à dépeindre un personnage qui est limite perdu en fait, limite on a l'impression qu'il a une sorte, il vit une vie fantasmée, il fantasme sa vie. C'est quelque part c'est touchant. Alors ça peut paraître bizarre, hein, je suis peut-être un peu tordu hein, de trouver ça touchant, mais il arrive à créer une certaine empathie même avec un personnage monstrueux. Ça ne veut pas dire que je sois d'accord avec ce qu'est fait ce personnage monstrueux, que je sois d'accord, que j'aurais aimé qu'il survive ou quoi. Mais encore une fois, ça amène une certaine fatalité. C'est-à-dire que même si on aime ce genre de personnage, même si on a apprécié ce genre de personnage, il va mourir quand même. C'est du Game of Thrones. C'est-à-dire que, voilà, que vous ayez aimé ou pas le personnage, il risque de mourir. Sauf que Game of Thrones s'est tellement dilué tout au long de la série qu'au final on devient un peu anesthésié à ça. Mais là, ça a été vraiment apporté tout le long du scénario et on a le grand acte final. Donc vraiment, c'est ça. C'est non seulement il faudra bien travailler cette scène finale, on va voir ça plus tard, mais n'oubliez pas de bien travailler
en amont, la préparation du scénario, la préparation des personnages en question, leur background et le build-up des personnages jusqu'à la fin, parce que c'est vraiment ça qui va faire toute la différence. Quand on arrive au climax, vraiment au duel final, au grand duel final, préparez votre décor. Préparez votre décor. La première phase, en fait, ça va être en 3 phases. La première phase, c'est le planter de décor. Et il faut vraiment qu'il soit top. Faut vraiment qu'il soit top. Évitez, si possible, le poncif de la ruelle poussiéreuse au lever ou au coucher de soleil. Bon, ça c'est pareil. Utilisez-le pour les... comment ça s'appelle, comment j'avais dit ça, pour les péripéties, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour le grand duel final, essayez de sortir de ce... Ah, j'ai perdu le nom, mais enfin bon, ça, on a l'habitude, on le connaît ce truc. Ce cliché, voilà. Essayez de sortir de ce cliché, essayez d'avoir quelque chose qui justement va renouveler un peu le truc. Surtout que votre description va devoir comporter tout ce qui peut y avoir de facteurs de difficulté supplémentaires. Je m'explique. Vous verrez pour les règles, ça sera utile de les appliquer. Alors, on va les appliquer plus que d'ordinaire, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on va pas chercher d'habitude sur les fusillades ou quoi. On essaie d'être sur des scènes d'action rapides, fluides, etc. Donc, on va pas rechercher le moindre facteur de difficulté. Mais là, on est sur une scène où tout est exacerbé. On est sur une scène où les personnages sont en tension, où la moindre erreur est synonyme de mort. Et on est souvent, pour des scènes comme ça, avec des personnages qui sont de toute façon de très bons tireurs. Donc, faut pas avoir peur de leur proposer un défi. Alors je dis bien proposer un défi. Le but c'est pas d'accumuler un maximum de facteurs de difficulté, de rendre la chose impossible. Franchement, un duel où personne n'arrive à se toucher, ça serait complètement nul. Non, le but est de vraiment de proposer un défi. Et c'est pas un défi dans le sens où ça va être forcément ultra compliqué. C'est un défi dans le sens où les joueurs vont devoir jouer dans une certaine incertitude. Le but, en fait, c'est qu'ils n'arrivent pas à connaître le facteur de difficulté. Ne leur dites surtout pas. Dites-leur qu'ils sachent que, par contre, les facteurs de difficulté supplémentaires seront tous appliqués. Mais ne leur dites pas lesquels. Faites votre description, préparez votre description à l'écrit comme il faut, vraiment, et noyez dedans vos facteurs de difficulté. La pluie qui tombe sur les yeux, tout à l'heure on parlait de poussière, ça peut être gênant aussi, les rayons du soleil, qu'est-ce qu'il peut y avoir, s'ils sont dans une scène où il y a des explosions dans tous les sens, où ça remue, où ça, voilà, la stabilité, tout à l'heure je parlais si ça se passe sur le toit d'un train qui est en train de filer à vive allure, le vent n'aide pas, hein. Enfin voilà, pensez vraiment votre scène à l'avance et pensez vraiment tous les facteurs de difficulté qui peuvent être dedans et vérifiez bien avec les compétences des personnages que voilà, ce soit pas abusé. Encore une fois, le but c'est pas de rendre la chose impossible mais de proposer un réel défi. Mais gardez à l'esprit que voilà, il faut que ce soit faisable, mais il faut pas qu'ils sachent de combien. Pareil, s'ils redemandent la description de la scène pour eux essayer de comprendre quels pourraient être les facteurs de difficulté, refusez. Donc préparez bien votre scène, préparez-vous bien à la lire, parce que ce sera du one-shot. À eux après de se dire « Ah ouais mais attends, il avait dit qu'il y avait ça, voilà, hein, s'ils n'ont pas tout saisi, c'est pas grave, tant mieux. Tant mieux. Le but, c'est qu'ils soient dans l'incertitude. Le but, c'est qu'ils soient dans le doute. Parce que justement, ils vont jouer leur vie. Enfin, les personnages vont jouer leur vie et ils sont dans la même incertitude. Même s'ils jouent les confiants, à chaque fois, on les voit les yeux impassibles, etc. Ça, on va voir ça après. Mais en vrai, ils sont dans l'incertitude. Donc ça, gardez-le en tête et vraiment préparez à fond votre description. Mettez-la par écrit et préparez-vous à la lire. Entraînez-vous s'il faut. Pour qu'elle soit mémorable, encore une fois. Ensuite va se dérouler la phase de concentration ou déstabilisation. En fait, ça va être un choix tactique des tireurs. Ils ont la possibilité soit de se concentrer, donc en fait ils sont à fond dans un duel, vraiment ils se
ils sont vraiment attentifs à leur propre corps, leur propre mouvement, à ce qui les entoure et surtout à leur adversaire, à chercher le moindre signe de faiblesse, voilà, de distraction qui pourra lui être utile pour en profiter. Donc voilà, le personnage est à fond dans son duel, il fait voilà, il cherche pas ailleurs et du coup il aura un dé supplémentaire pour effectuer son tir. Sinon, l'autre choix, c'est la déstabilisation. On peut essayer de déstabiliser l'adversaire. Alors, ça peut être de diverses manières, hein. Le plus courant, c'est une sorte d'intimidation qui joue sur l'aura des personnages, qui joue sur leur, on va dire, leur allure, leur regard. Vraiment, pensez qu'on a très peu de temps, hein. Vous êtes à moins d'un round, hein. C'est moins d'un round cette phase-là, donc il n'est pas question de déclamer de longues phrases, etc. C'est des phases courtes. C'est est-ce que tu as besoin que je compte? C'est voilà, pas plus, pas plus. C'est le grand maximum ça en fait. C'est vraiment voilà, on part sur quelque chose d'extrêmement court, mais qui cherche à déstabiliser l'adversaire. Alors de plusieurs manières, hein. Ça peut être, comme je disais, l'intimidation, ça peut être essayer de le foutre en boule, le mettre en rogne, ça peut être même de l'humour, mais ça peut être une mimique, ça peut être ce que vous voulez. Alors deux choses. C'est donc va falloir faire un jet du coup, va falloir faire un jet en général de social, hein, par rapport à ce qu'on tente, que ce soit de l'intimidation, enfin, du marchandage, etc. Bon, encore une fois, à voir avec ce qui est possible. On a un temps très court, une toute petite phrase, mais en tout cas, on est encore une fois dans une situation qui est exacerbée, donc il suffit pas de grand chose. Du coup, on jette le dé en fonction de la compétence qu'on souhaite utiliser, et en face, l'autre personnage jette un dé de volonté. À savoir qu'un personnage déstabilisé, du coup, ne peut pas se concentrer. Donc, s'il avait choisi de se concentrer et qu'il loupe, c'est mort. C'est non seulement il a pas son dé de concentration, mais en plus, un personnage déstabilisé a moins un dé. Aussi, par contre, ce qui se passe aussi, c'est que si jamais il rate la déstabilisation de l'adversaire, à l'inverse, c'est lui qui n'est pas concentré et qui aura un dé de malus. Voilà. C'est la déstabilisation est plus dangereuse à utiliser, c'est une arme à double tranchant que la concentration. Après, encore une fois, c'est un choix tactique. Après, comme je disais, la concentration, c'est plus un dé. Donc, si on déstabilise quelqu'un qui cherche à se concentrer, non seulement il n'a pas son bonus, mais en plus il perd un dé. Et en fait, il perd 2 dés pour le coup. Donc, c'est un choix tactique. À faire en fonction, je dirais en fonction de vos personnages, en fonction de quels sont leurs avantages là-dessus. Un personnage qui peut être très intimidant devrait peut-être jouer la déstabilisation plus que la concentration. Sans oublier qu'encore une fois, normalement, c'est des personnages qui ont beaucoup de compétences en tir. Mais inversement, un personnage qui se sait peut-être un peu juste, voudra peut-être tenter la concentration. Enfin vraiment voilà, c'est un choix tactique à chaque personnage de choisir. Bon bien sûr pour le PNJ antagoniste, le maître du jeu aura fait son choix à l'avance, ça sera plus simple. Mais voilà, le joueur doit choisir ce qu'il fait. Et il doit choisir en peu de temps, comme je disais, c'est moins d'un round en fait qui se déroule. Donc ne lui laissez pas 15 ans pour choisir. Alors déjà qu'il doit être un peu paumé avec les facteurs de difficulté cachés dans la description. Maintenant, il a ce choix-là à faire et encore une fois, il doit faire très vite. Et bousculez-le. C'est-à-dire que s'il fait pas son choix rapidement, l'autre va tirer, hein. Mettez un sablier s'il faut. Mais encore une fois, jouez sur le fait que l'action est rapide. Donc s'il choisit pas, trop tard. Il a aucune des deux tactiques. Il part avec ses dés normaux. Ou alors, comme je disais, c'est l'autre qui va commencer à tirer. Enfin voilà, essayez. Voilà, n'hésitez pas à bousculer le joueur. Il doit être bousculé. C'est une scène rapide. Et c'est pas le moment de faire des calculs d'alchimiste.
donc on arrive à ce qui est vraiment l'acte du duel, c'est-à-dire dégainer rapidement son arme et tirer. Et ça, normalement, on va dire, si on prenait les règles de base, ça se jouerait en deux temps, c'est-à-dire on ferait un jet d'initiative, celui qui a le plus haut jet tire le premier, et on fait le jet de tir. Sauf que là, on part vraiment sur une confrontation entre deux excellents tireurs. Et ça serait un peu injuste de jouer uniquement sur l'initiative, alors que il y a quand même une certaine expérience, un certain talent qui entre en jeu spécifiquement pour le duel. C'est-à-dire qu'on a affaire quand même à des pistoleros, à des gens qui ont l'habitude de manier l'arme et qui, je pense, peuvent sacrifier de la précision pour le compte de la rapidité. Alors je m'inspire tout bonnement des règles que m'avaient soumises les joueurs concernant, c'était sur le Yan Solo Incorporated Sector Sourcebook. Donc était plus ou moins ce que j'avais imaginé, sauf que moi je rajoute les deux premières phases de tout à l'heure, le planter de décor plus la phase de concentration et déstabilisation, qui pour moi représente un peu toute cette avant-scène. C'est ce long moment, comme je disais, que Sergio Leone prend à les échanges de regards entre les personnages, les différents plans qu'il nous montre. Pour moi, sont représentés par ces deux phases-là. Et après, on a la phase de dégainer tiré qui arrive. Donc du coup, on peut jouer sur l'initiative en ajoutant nos points de compétence. Mais c'est là que vient tout l'intérêt de la première phase, c'est-à-dire le planter de décor, parce que du coup, le joueur doit essayer de garder suffisamment de dés dans sa compétence de tir pour toucher l'adversaire. Parce que c'est pas le tout d'en sacrifier plein et d'être le plus rapide à tirer si derrière on ne touche pas. Et voilà. Du coup, cette première phase qui a noyé un peu les facteurs de difficulté supplémentaires rend la chose assez complexe parce qu'il va falloir vraiment arriver à déterminer c'était quoi le niveau de difficulté en fait pour savoir combien de dés on garde pour essayer de le passer. Sachant que ça reste des dés, hein, on peut faire des scores minables, hein, donc faut pas se dire j'ai besoin au minimum de tant de dés, hein, faut essayer d'en garder une petite marge pour le cas où. Et donc voilà, ça va être pareil, encore un choix tactique du joueur pour gérer ça. Et c'est ça qui est vraiment sympa. Ensuite, du coup, donc on a un premier jet d'initiative avec les plus ou moins le nombre de dés choisis par les joueurs qu'ils ont piqué à leurs compétences, qui ne retourneront pas pour tirer, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc ils font leur jet d'initiative, celui qui fait le plus grand score forcément tire le premier. Du coup, ils jettent ses dés de tir avant l'autre et pour voir s'ils touchent, et s'ils touchent, ils vont faire les jets de dégâts. À savoir, moi j'ai une règle que je conserve, je rajoute au dommage le nombre de, comment dire, ce qui dépasse le niveau de difficulté. En gros, plus un tir est réussi, et plus il fera de dégâts. Voilà, ça c'est perso, mais vous pouvez l'ajouter aussi, et sur un duel, ça peut faire la différence. Donc il fait les dégâts sur le joueur en face. Alors du coup, soit le joueur en face n'est pas touché, ou on n'a pas de dégâts, à ce moment-là, il tire après normalement. S'il est touché, et qu'il a des dégâts, en fait, on applique les pénalités dues au dommage qu'il subit pour quand il va faire son jet de tir. Donc pour Star Wars, ça veut dire que s'il est sonné ou blessé, il perd un dé supplémentaire. S'il est doublement blessé, c'est 2 dés. Donc c'est plus on est touché et plus c'est dangereux. Après, il peut être neutralisé ou mortellement blessé, mais sincèrement, s'il est neutralisé, de toute façon, il est HS au sol, il peut rien faire. Et mortellement blessé, c'est quasiment pareil. Alors normalement, il reste conscient, mais il va être dans un tel état que ça va être héroïque pour essayer de toucher, quoi. C'est possible, mais le niveau de difficulté va être en conséquence. Du coup, c'est comme ça que se résout le duel. À la fin de cette phase,
Normalement, on sait ce qu'il en est. Petite chose qu'il peut y avoir, on peut tirer sur plusieurs cibles. C'est des actions multiples. Donc on subit les pénalités d'actions multiples. Chose que je vais rajouter pour mes joueurs, j'ai vérifié. La cadence de tir des blasters, c'est effectivement le nombre de tirs que peut effectuer le blaster dans un round. Donc si vous avez une cadence de tir de 1, je suis désolé, mais vous pouvez ne faire qu'un tir par round avec cette arme-là. Après, libre à vous d'avoir une seconde arme à l'autre main. Et sinon, il y a certains blasters effectivement qui ont des cadences de tir supérieures. En général, ils sont pas très courants et ils sont plutôt chers. Et sinon, on passe directement au mitrailleur blaster qui lui offre la possibilité de faire autant de tirs qu'on veut, bien sûr avec les pénalités correspondantes. Je crois que j'oublie rien. Voilà, je pense qu'on a l'ensemble des phases. N'hésitez pas à réécouter parce que c'est peut-être un peu confus, surtout la dernière phase dégainée, etc. Donc on peut mutualiser un certain nombre de tirs dans son initiative pour essayer de tirer le premier. Reste à voir si on garde suffisamment pour tirer comme il faut. Voilà. Sinon, autre pénalité qui n'était pas affichée dans les règles de tir du sourcebook, mais ça c'est parce que c'est avec un holster à tir rapide. Normalement, on a une pénalité d'un dé quand on dégaine et qu'on tire le même round. Quand c'est en temps normal, quand on dégaine son flingue, on n'a pas c'est pas compté comme une action, c'est une action gratuite. Mais quand c'est dans un même round en termes de duel, si c'est pas un holster spécifique, un holster tir rapide, on perd un dé. Petite note sur les holsters à tir rapide. En fait, on les appelle comme ça parce qu'ils n'ont pas la petite languette de sécurité qui empêche que l'arme valdingue si on prend des positions un peu acrobatiques. Donc c'est bien parce que ça vous permet de dégainer vite puisqu'on n'a pas la languette à décrocher. C'est moins bien si effectivement on se retrouve dans des positions un petit peu acrobatiques où le blaster risque de tomber. Alors je dis pas qu'il va tomber, se casser la gueule à chaque fois, faut pas être idiot non plus, mais c'est un risque à prendre, il est moins bien sécurisé que si c'était un holster normal qui avait sa propre sécurité. Ceci dit, dans les petites choses qui peuvent aider, rendre plus rapide le fait de dégainer, c'est les mini blasters ou les Derringer, les armes petites qui peuvent être cachées dans la manche avec un système qui éjecte vers la main. Ça vous l'avez dans les Mystères de l'Ouest, la série Les Mystères de l'Ouest, il y avait le personnage, je sais plus comment il s'appelle, le personnage principal, James West, qui avait ce type d'arme avec ça. Sinon, vous l'avez aussi dans Alien 4, je crois que c'est Christie qui les a. Pareil qu'il y en a deux comme ça, qui est des armes qui sont cachées dans ses poignets, des petits flingues qui peuvent s'éjecter directement dans la main. Voilà, je pense que c'est un peu tout. Sinon, si vous voulez avoir plein de petits tricks comme ça pour les duels, je vous conseille Mort Vif, qui est clairement un nanar, hein. C'est un film western avec en personnage principal Sharon Stone. Alors c'est cool d'avoir Sharon Stone, mais elle n'est pas du tout crédible en western, hein. Voilà. Et ce qu'on a d'autre aussi qui peut être rigolo, c'est Leonardo DiCaprio, qui encore à son époque petit minet. Et pareil, ils ont voulu faire une sorte de Billy the Kid, mais il est pas crédible non plus là-dessus. Il s'est beaucoup amélioré vers la fin de sa carrière, mais là, c'était pas ça. Mais l'avantage de ce film-là, donc c'est un tournoi de duel. Donc quand je dis que c'est un nanar, hein, c'est qui participe à un tournoi de duel. C'est un truc où il y a pas beaucoup de gagnants, il y a beaucoup de morts par contre. Mais bon. Du coup, vous avez beaucoup de duels et beaucoup de petits tricks. En fait, chaque pistolero a sa petite astuce, son petit truc. Et ça, c'est pas mal. Au niveau inspiration, ça peut être chouette. Voilà. Donc sur les règles en elles-mêmes, je pense que je vais être bon. Maintenant, on va passer à des sortes d'appendices, on va dire, de trucs en plus.
Alors, du coup, je vais vous soumettre une petite idée de scénario, et c'est un scénario multitable. Deux tables, deux maîtres du jeu, et par table, on va dire de 1 à 3 joueurs grand max. Sachant que on a un groupe de shérifs et un groupe de bandits. Le groupe de bandits est toujours le plus nombreux, et au moins ex aequo avec l'autre, mais si vous avez un chiffre impair de joueurs, ça sera forcément le groupe de bandits qui sera le plus nombreux. Donc, dans le groupe de shérifs, on va commencer par la première table. On a au minima, si vous êtes à 2 joueurs, le shérif. Ça va être le personnage le plus important, on va dire que ça va être le protagoniste principal. Donc ce protagoniste principal est un shérif de vétéran. C'est pas un vieil homme, c'est pas un rabougri, mais voilà, il commence à avoir de la bouteille, à arriver en fin de carrière, on va dire, et c'est un shérif qui a un passif assez trouble parce que c'était un ancien chef de gang. Bon, bien sûr, il s'en vante pas, hein, et lui, il a refait sa vie, il peut même avoir une vie de famille si vous voulez, il est aimé de sa bourgade, voilà, tout ça, c'est oublié pour lui. Maintenant, il a une autre vie totalement différente, il est shérif, il est un shérif apprécié, et il fait bien son boulot, voilà. Pardon. Ensuite, dans les personnages qui peuvent être supplémentaires, qui pourraient l'accompagner, on va avoir donc l'adjoint. L'adjoint n'est ni plus ni moins que son futur remplaçant qu'il est en train de former. Et donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui est limite paladin, donc un jeune, hein, qui est vraiment met ce shérif sur un piédestal. Voilà, il n'a aucune idée de son passif peu glorieux. En troisième personnage qui peut se rajouter, ça serait un chasseur de primes qui lui serait peut-être au courant du passif du shérif. Il n'a pas forcément l'intention de foutre la merde, le dévoiler, etc. Mais de par cette connaissance, c'est que le shérif va forcément être imbrigué dans cette histoire et à la poursuite du groupe de bandits. Et comme lui, ce qu'il veut attraper, c'est la prime pour le groupe de bandits, il va essayer de s'associer au shérif et de pousser le shérif à poursuivre ses bandits. Donc dans notre première phase, le groupe de shérif avec le maître du jeu 1 va avoir une session, on va dire, de présentation, d'introduction des personnages, où on va vraiment les mettre en avant, comme on va brosser les joueurs dans le sens du poil, où ils vont être vraiment heureux d'avoir leur personnage. Le but est de leur faire aimer leur personnage, peut-être pour mieux les tuer plus tard, hein. Oui, on est des on est des grands sadiques, mais c'est le principe, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un background fouillé, même si c'est des personnages one shot, qu'on soit des personnages attachants, empathiques, et qu'on aime à les faire jouer, et qu'on aurait aimé peut-être les faire jouer plus, même si ce ne sera pas forcément possible. Et ça fait partie aussi du build-up des personnages, de leur donner un peu cette âme. Ensuite, dans la table numéro 2, on va avoir le groupe de bandits. Alors le groupe de bandits, qu'est-ce qu'on va avoir? Le renégat, qui est, on va dire, le chef de bande, et qui, lui, en fait, sait très bien qui est le shérif, et a monté une forfaiture. Alors ça peut être un piège de banque, de diligence ou de train, ce que vous voulez, du moment que le shérif sera forcément celui qui devra s'en occuper. Le renégat s'est arrangé pour ça. Et voilà, que ce soit, ça peut être le plus simple, ce serait la banque de sa propre ville, ou alors le train se fait attaquer au niveau de sa gare. Enfin voilà. En tout cas, le renégat s'est vraiment arrangé pour que, dans tous les cas, ce soit le shérif qui s'en occupe, parce que lui, ce qu'il veut, c'est à la fin son duel avec le shérif. Ça s'inspire un peu de la répartition, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Bang, c'est un jeu de cartes, où on a des personnages, on peut s'inspirer d'ailleurs même des personnages du jeu Bang, hein. La plupart du temps, c'est des légendes, hein, de l'Ouest qui peuvent être plus ou moins connues. Et donc, on va s'inspirer des rôles là-dessus. C'est vraiment le renégat qui, lui, utilise les bandits à ses fins
pour avoir à la fin son duel avec le shérif. Il va surtout utiliser les bandits pour peut-être éliminer l'adjoint ou le chasseur de primes, le chasseur de primes, pour au final se retrouver seul face au shérif. Donc il va être peut-être moins vindicatif que dans le jeu de Bang où on peut très facilement tuer un bandit pour juste récupérer du matos, etc. Là, c'est pas forcément le but. Hein. Il peut très bien, s'il le souhaite, laisser partir les bandits à la fin de l'histoire s'il en a pas besoin. Ça va être au choix du joueur. Mais dans tous les cas, il faut qu'il s'arrange pour avoir son duel à la fin avec le shérif. C'est son but final. C'est son principal objectif. Donc c'est un ancien de la bande du shérif tout simplement et qui cherche à se venger du fait qu'il était emprisonné, du fait que peut-être que dans l'arrestation il y a ses amis, ses frères qui ont été tués. En tout cas il veut se venger de ce shérif là après des années, il a dû le chercher pendant très longtemps. Encore une fois, pensez que le shérif est un vétéran. Le renégat peut être un peu moins âgé que le shérif, mais pas de beaucoup non plus. Il peut être un peu plus dans la fleur de l'âge, on va dire, que le shérif, qui va être voilà, c'est vraiment fin de carrière. Ça veut pas dire que ne mettez pas trop de malus non plus dans le shérif, ça reste un héros. De toute façon, tous les personnages vont être vraiment boostés comme des héros. Mais voilà, c'est le but du renégat. Et donc, ils commettent leur forfaiture avec l'aide des bandits. Alors, les bandits, là, il n'y a pas trop de contraintes, mis à part qu'ils doivent pas être très très malins. Le but quand même c'est qu'ils se fassent mener par le bout du nez par le renégat, alors pas non plus de manière trop grotesque, encore une fois c'est pareil, il faut qu'ils apprécient leur personnage, mais voilà, c'est pas forcément les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Ce qui peut être sympa, c'est des personnages un peu, c'est dans No Pain No Gain où on a The Rock qui joue un méchant mais qui est pas forcément très fut-fut, mais qui reste franchement très sympathique. Voilà, faut que ça amuse les joueurs, voilà, tout simplement. Donc on peut s'inspirer un peu les Dalton ou ce genre de choses sans que ce soit trop grotesque non plus, mais voilà, comme je disais, c'est pas les couteaux les plus aiguisés, c'est pas les plus malins, mais c'est pas forcément des idiots total non plus. Voilà, respecter les personnages aussi et les joueurs. Donc ils commettent leur forfaiture, les bandits pensant récolter tout l'argent et le renégat juste pour attirer le shérif. Donc le truc c'est que le maître du jeu 2 qui va s'occuper de ça donc va avoir la scène bien en tête, va voir tout ce que fait les joueurs bandits et les conséquences que ça fait, et ils vont... Ça, j'ai la voisine qui pète les plombs encore. Et ils vont... comment dire, ils vont laisser des traces, ils vont forcément laisser des indices. Alors ils vont laisser des indices par d'eux-mêmes, parce que ils auront peut-être pas pensé à tout, mais s'ils pensent à tout, le renégat lui-même va essayer de laisser des indices. Alors peut-être sans que les bandits s'en rendent compte, sûrement d'ailleurs, mais il va laisser des indices pour que le shérif lui court après. Lui, son but c'est que le shérif lui court après. Il peut essayer de l'amener par exemple là où il les a trahis, ou alors sur la tombe de ceux qui les a trahis. Mais le but c'est que il pousse le shérif à lui courir après et qu'il sème suffisamment de petits cailloux pour que ce soit possible. Donc une fois qu'ils ont fait leur forfaiture et qu'ils ont laissé que des indices ont été laissés derrière, ils s'enfuient. À ce moment-là, les maîtres du jeu vont tourner, pas les joueurs. C'est les maîtres du jeu qui tournent, et le maître du jeu 2 qui était avec les bandits va passer avec le groupe de shérifs pour qu'ils arrivent à la scène que le groupe de bandits vient de quitter. Et du coup, c'est le maître du jeu qui aura tous les tenants et les aboutissants, qui sait comment il s'assène, qui sait où sont les indices, qui sait ce qui s'est passé, et qui va pouvoir faire tout ce qu'il peut y avoir d'indices, de témoins, de preuves, de traces que va pouvoir exploiter le shérif et sa bande. Donc c'est important qu'on continue de fonctionner comme ça. Il va y avoir un second axe du coup, et là à ce moment-là c'est le maître du jeu numéro 2 qui va passer avec les bandits, et à chaque fois ça sera ça, le maître du jeu qui était avec les bandits et qui a fait une scène avec les bandits va passer ensuite avec le groupe de shérifs pour justement énoncer la scène avec les conséquences
enfin avec vraiment tout ce qu'il y a de traces des bandits pour qu'ils les poursuivent. Après, le contenu des actes comme ça intermédiaires, on peut en avoir 2, 3 maximum, pas trop non plus, parce que enfin, au bout d'un moment, on va bien falloir filer un parti. Donc ces actes-là de plus ou moins de remplissage vont encore une fois permettre à faire le build-up. Donc c'est pour ça qu'ils devront être préparés par les 2 maîtres du jeu pour que, encore une fois, on ait vraiment une construction de personnages, un arc narratif de tous les personnages. Ensuite, ce que peuvent faire les bandits pendant cette poursuite, non seulement le renégat peut laisser toujours ses cailloux blancs, ses traces pour que les autres le poursuivent, mais le renégat et les bandits peuvent aussi laisser des pièges, parce que encore une fois, il doit essayer de se débarrasser quand même de l'adjoint et du chasseur de primes. Donc il peut laisser des pièges derrière lui pour que ça puisse se débarrasser de lui. De même, les bandits, eux, voudront sûrement laisser des pièges aussi pour se débarrasser d'eux. Donc voilà, 2-3 actes comme ça, à vous de voir comment les agencer, ce que c'est, etc. Est-ce qu'ils trouvent une planque, est-ce qu'ils investissent un hôtel, est-ce qu'ils font du bazar dans une ville, est-ce qu'ils sont... comment dire, est-ce qu'ils font attention, est-ce qu'ils font n'importe quoi, est-ce que peu importe. De toute façon, le but, c'est que le groupe de shérif leur court après et toujours, on va dire, le wagon de retard nécessaire pour arriver jusqu'au point culminant. L'enquête du shérif peut avancer, il peut arriver à comprendre qui est le renégat. Il peut, voilà, n'oubliez pas le renégat peut jouer de ça, hein, peut vraiment laisser des traces et des sortes de choses, souvenirs qui font que le shérif risque de percuter. Et c'est peut-être voulu ou pas. Enfin voilà, vraiment, pensez encore une fois, Sergio Leone, qu'est-ce qui va faire que ça va enrichir l'arc narratif de mes personnages. Ce n'est pas seulement des actes pour faire des actes et occuper les joueurs, il faut que ce soit quelque chose qui construit les personnages. Ensuite, on peut tomber sur des actes, là je reviens dessus, on peut tomber sur des actes en fait qui soient comme des reconstitutions du passif entre les 2 personnages, je sais pas, peut-être des forfaitures qu'ils avaient effectuées quand ils étaient dans le gang du shérif, ça peut être des rappels par rapport à leur passé, les différents arrêts que feront les bandits. Voilà, par exemple. Donc ensuite, on va arriver au grand final, où il y aura l'altercation entre les bandits et les adjoints et les chasseurs de primes. Alors ça peut arriver en fin de l'acte précédent. Que les bandits s'arrêtent en cours de route et mènent une attaque surprise pour vraiment éliminer l'adjoint et le chasseur de primes. Ça, c'est plus les joueurs, en fait, dans leur réflexion, qui vont y penser ou non, qui vont vouloir le faire ou non. Ou alors, ils vont préférer attendre l'acte final pour faire quelque chose de peut-être plus efficace. C'est vraiment ça, c'est les joueurs qui vont décider ce qu'ils mettent en place ou non. En tout cas, l'acte final, comme j'avais dit, il faut vraiment qu'il soit dantesque. Donc c'est pour ça que le lieu doit être choisi à l'avance. Le renégat a choisi à l'avance son lieu et il faut que ce soit quelque chose de vraiment important. Ça peut être une planque, mais qui au moment de leur altercation se retrouve en une grosse tempête, c'est en train de s'inonder, en fait, c'est en train de prendre l'eau. Ça peut être, enfin voilà, essayer de chercher quelque chose qui encore une fois est un visuel épique. Donc à voir qu'est-ce qui peut être sympa. Ça peut être comment dire, un bâtiment en ruine qui vraiment tellement vieux, tellement que tout s'écroule au fur et à mesure, les escaliers tiennent pas, que bon, on combat dedans, mais le moindre truc, foncer contre un pilier, ça fait démolir l'étage. Voilà, on peut tomber sur des choses comme ça. Voilà, travaillez encore une fois votre conclusion, votre duel de fin. Donc le but, encore une fois, c'est qu'on ait le duel final entre le chasseur de primes, le shérif et le renégat. Les autres joueurs peuvent s'occuper
d'autres manières. Par exemple, si ah merde, l'adjoint et le chasseur de primes sont morts, le shérif a pu peut-être faire appel à d'autres chasseurs de primes ou alors faire appel à la cavalerie, je sais pas. Et du coup, les deux autres doivent essayer de la retenir. Ou inversement, le renégat a décidé de laisser partir les bandits ou les a tués aussi. Ou inversement, si c'est les bandits qui sont morts, le renégat avait peut-être des gens sur place qui attendaient l'arrivée pour contrecarrer. En tout cas, il faut que les autres joueurs, s'ils ne sont pas morts et qu'ils sont toujours présents, faut qu'ils soient occupés pendant que va avoir lieu le duel. Juste pour finir, rappeler que dans les scènes de duel, un truc qui peut être très très sympa, c'est les duels de samouraï, qui peuvent fonctionner sous les mêmes règles, clairement. Avec le même principe de planter le décor, les regards et le moment où ils vont charger, dégainer ou alors un qui va rester sur place prêt à parer, etc. En général, les duels de samouraï, ça se passe ainsi. Ils sont à mi-distance, plutôt assez immobiles, même si ils changent de garde tour à tour. En fait, ils observent chacun leur adversaire, voit quel type de garde il a, quel type d'attaque il compte faire, du coup s'adapte en prenant une autre garde qui sera d'après eux parfaite pour contrer ou esquiver et frapper l'adversaire quand il fera son assaut. Le plus souvent, très régulièrement, comme ça, il passe par une phase d'observation et de changement de garde. On va dire, il y a 3, 4, 5 parfois changements de garde. Et il y en a un qui, on va dire, perd patience, entre guillemets, et se met à charger. Et l'autre fait une parade et réplique. Souvent, celui qui charge a perdu. Alors, je pense que ça vient d'une sorte de morale culturelle qui fait que si on n'est pas calme, posé et patient, on a forcément perdu. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre ces duels où celui qui gagne en fait est celui qui reste le plus calme et le plus en arrière et qui ne fait que défendre au final. Mais bon, c'est encore une fois, c'est un choix culturel. C'est pas c'est pas une science absolue, hein. Je dis pas que tous les duels se terminent comme ça, mais une grosse majorité des duels de vieux films de samouraï se terminent ainsi. Souvent, c'est celui qui charge qui perd. Du coup, quelques propositions de visionnage. Ça va être Akira Kurosawa, si je me trompe pas, qui a fait donc les 7 samouraïs et Yojimbo et c'est Sanjuro, je crois. À savoir que les 7 samouraïs sont forcément la source des 7 mercenaires et Yojimbo est la source pour une poignée de dollars. Et ouais, les choses sont bien faites. Donc oui, ils ont beaucoup piqué au film de samouraï. D'ailleurs, j'ai vu un truc il y a pas longtemps. Sergio Leone, il s'en défend pas d'avoir volé le scénario de Yojimbo et même certaines scènes sont vraiment plagiées. Mais il en démord pas parce qu'en fait, apparemment, ça viendrait d'une nouvelle qui aurait été une nouvelle écrite par les Américains sur des cowboys et qui aurait servi comme base à Yojimbo. Bon. Voilà, c'est ce qui se dit. Bon, après, hein, c'est pour la petite histoire. Toujours est-il que c'est quand même intéressant de voir ce qui a servi de source à ces films-là qu'on connaît bien. Et puis, même si c'est des vieux films en noir et blanc, 4/3, selon la copie que vous trouvez, sera de plus ou moins bonne qualité. Essayez de faire l'effort. Parce que franchement, ça vaut le coup. Les personnages sont en couleur. Les Japonais à cette époque-là sont en surjeu, vraiment en surjeu sur beaucoup de personnages. Et c'est plaisant à voir. Franchement, c'est plaisant à voir. Je sais que Yojimbo, j'ai adoré. Et pourtant, je l'ai vu bien après pour une poignée de dollars.
Et il se laisse regarder et t'es juste mort de rire des personnages et Yonjibo, mais il a trop la classe. C'est simple, quand on m'a fait jouer à L5K, je voulais Yonjibo. Bon, on m'a expliqué, c'est un Ronin, c'est compliqué de jouer les Ronins dans L5K, mais n'empêche que j'adore ce personnage. Voilà, même avec des malus, voilà, j'adore ce personnage. Moi, après, c'est compliqué après d'avoir un groupe de joueurs, s'il y a un Ronin dedans, c'est pas simple. Mais voilà, c'est vraiment le type de personnage que j'aime beaucoup. Sinon, aussi en duel, les armes à poudre, on n'en a pas parlé. Souvent, on voit ces duels où ils sont dos à dos, ils avancent de quelques pas, ils se retournent et puis ils tirent avec l'arme à poudre. Faut savoir de 1 que c'était pas des armes hyper fiables, elles pouvaient leur péter dans la main, selon comment elles étaient chargées, etc. Il y avait beaucoup d'accidents de mousquets et tout ça. Autre chose, c'est que au final, souvent, justement, ils se blessaient avec leurs propres armes, mais en tout cas, pour ce qui est de toucher l'autre, ça arrivait pas si souvent que ça, parce que c'était pas une arme hyper fiable, comme on disait, mais en plus, avancer de quelques pas, se retourner en vitesse et tirer, et sachant qu'en plus, vous avez qu'un coup, souvent, voilà, ça tirait. En limite, c'était plus dangereux d'être spectateur que d'être celui qui fait le duel. Voilà. Sachant que les blessures causées par ce type d'arme étaient vraiment dégueulasses et qu'on n'était pas soigné comme aujourd'hui. Ça faisait vraiment des sales blessures. Et comme les mecs souvent se loupaient, et après avoir eu la frayeur justement du duel, en général ils disaient bon, mais c'est bon, on en reste là, ça va. Donc c'était pas forcément les duels les plus mortels pour le coup. Même si encore une fois, il y avait aussi les coups foireux, c'est-à-dire qu'en fait, peut-être pas assez de poudre ou quoi, et des fois ça partait pas, tout simplement. Il y a, alors, si vous pouvez voir des compilations de duels sur ce film-là plutôt que le film entier, parce que franchement, le film entier, c'est une. Enfin, moi, j'ai pas accroché. Je crois que j'avais vu ça, c'était mes parents qui l'avaient regardé, j'avais regardé avec eux, et j'ai vraiment des souvenirs des duels. Les duels étaient vraiment des scènes assez incroyables. Je vais dire surtout pour mon. Peut-être, j'étais jeune, hein, donc ça m'avait pas mal marqué. Parce qu'ils ne se résout pas forcément de la manière dont vous attendez. C'est Barry Lyndon. Alors encore une fois, le film est tout pourri. J'en pouvais plus, je m'endormais, c'était d'un chiant. Alors pour le temps, c'est Stanley Kubrick, mais moi je suis pas fan de Stanley Kubrick. Il n'y a pas tellement de films qui me font triper de Stanley Kubrick. Je crois qu'il n'y en avait qu'un. Et ça me revient même pas. Mais je suis pas Kubrick, c'est pas trop mon trip. Mais voilà, je sais qu'il est reconnu, beaucoup adorent, etc. Mais Barry Lyndon, franchement, c'était d'un chiant. Mais les duels aux armes à poudre, franchement, sont très intéressants à regarder si vous avez l'occasion. C'était Shining de Kubrick que j'ai aimé. Je crois que c'est le seul que j'ai aimé. Possiblement parce que c'était tiré de Stephen King, mais ouais, après tous les autres films de Kubrick, même Orange Mécanique, qui est réputé violent et tout ça, mais comme quoi la violence c'est pas ce qui importe, ça m'a pas, c'est pareil, j'ai arrêté. Je crois que j'ai trouvé le truc tellement fou que ça m'a pas marqué. Bref, trêve de digression. Ça, c'était pour les armes à poudre. Oui, ce qui existe aussi comme duel que j'ai pas du tout développé ici, c'est la dégonfle. En fait, des gens qui conduisent des véhicules qui se mettent l'un en face de l'autre et se foncent dessus. Et le premier qui sort qui vire quoi, et est une lopette, on va dire. Après, est peut-être malin parce que se rentrer dedans aussi, c'est pas mieux. Mais c'est le principe en fait. C'est deux véhicules qui se rentrent dedans, enfin qui se foncent dessus. Et c'est le premier c'est à la dégonfle quoi, le premier qui sort. En général, celui qui sort, c'est souvent le méchant, hein, bien sûr, parce que le héros, il n'a pas peur. Mais souvent, justement, il vire un peu précipitamment, sans trop savoir où il va, et ça se termine mal pour lui. Hein. Généralement, ça suit un accident. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant en termes de duel. Et encore une fois, les mêmes règles peuvent s'appliquer. Bon, bien sûr, pour ce qui est de la compétence, vous faites en fonction. Hein. Là, ça va être conduite, ça peut être une compétence de tir. Idem pour les samouraïs. Je reviens sur les samouraïs. Ça marche exclusivement sur les samouraïs. Alors ça a pas mal fonctionné avec les Jedi sur Ahsoka, parce qu'il y a cette ambiance un peu asiatique
esthétique qu'ils ont voulu y donner, qui était une franchement bonne idée, et je trouve qu'ils n'ont pas assez exploité. Donc les duels avec comment il s'appelle, Bélan, Bélan, je sais plus je sais que c'est Bélan quelque chose, Nosk, Vosk, un truc comme ça. Sont pas mal pour ça, vraiment. On voit justement, ils s'observent, ils changent de garde et tout ça. Ils ont repris ce principe-là, mais pareil, pas assez poussé, c'est dommage. Mais après, pour le reste, pour tout ce qui est, on va dire, de KPDP ou alors les combats médiévaux, souvent c'est du combat, quoi. Il n'y a pas cet aspect où ça va se passer en un round, 2 rounds maximum. Là, ça va être, ça va batailler, quoi. On a toujours l'image de KBTP où il y en a un qui est sur un escalier et tac, 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 tac. Et puis, vas-y que je tape l'épée de l'autre. C'est vraiment, ça perdure, quoi. C'est plus du duel à ce moment-là, c'est du combat d'épée. Donc on n'est pas dans la même configuration. Qu'est-ce que j'oublie? Je crois pas. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Donc pire, j'en parlerai une prochaine fois. Parce que là, on est déjà pas mal, je crois. Et puis voilà. Bon, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça aidera du monde, que ça me poussera à continuer à faire d'autres trucs d'adaptation. Là, j'ai parlé de Sergio Leone, des films de samouraï et tout ça. Alors, Sergio Leone, peut-être pas, parce qu'il y a plein de jeux de western en quoi. Enfin, je sais pas. Peut-être que je ferai des adaptations sur ça. Après, il y a des. Si, par exemple, il y a La Voix du Sabre. Ça, j'aimerais bien faire une adaptation dessus. Bon, je vais pas commencer à faire des promesses. Voilà, je verrai si j'ai le temps ou quoi. Je sais pas encore ce que je vais faire la prochaine fois, mais ouais, j'espère que c'est un format qui va se développer. Bon, s'affiner, hein, c'est un peu brut de pomme là, c'est un peu, ouais, brut de décoffrage. Ça essuie les plâtres pour l'instant. J'espère que je vais pouvoir affiner ça, lui donner une forme un peu plus sympa, un peu plus facile à utiliser pour vous. Mais voilà, c'est un peu le principe du truc. Allez, trêve de blabla, salut, ciao ciao, à plus.